Alors, je suis Alice Aucuy, une femme de 37 ans. Je suis née dans le Loir-et-Cher, dans le centre de la France. Je n'ai pas d'enfant. Voilà, je suis en couple. Je suis au milieu de deux garçons, donc deux frères, un grand frère et un petit frère. J'ai été élevée par ma mère seule en fait. Mon papa est parti lorsque j'avais 4 ans, donc à la naissance de mon petit frère. Donc j'ai grandi à Blois, donc c'est plutôt une région campagnarde, mais je suis issue de la cité, de la ZUP de Blois en fait, et qui est une ZUP assez disproportionnée par rapport à la ville en fait, puisqu'en fait ça a été un modèle urbain après les années 60, donc modèle à Le Corbusier ou une sorte de cité idéale, mais qui est vite devenue invivable en fait. Et donc moi j'ai grandi dans ce cadre-là dans les années 90. Et puis donc autour de moi il y avait beaucoup de mixité sociale. Du coup, en tant que jeune fille blanche, j'étais plutôt finalement minoritaire dans les établissements scolaires que j'ai faits, en termes de culture et de religion aussi, puisqu'en fait c'était un espace très mixé. Et donc j'ai grandi dans ce milieu-là. Très vite, il a fallu essayer de se faire une place en tant que jeune fille qui ne faisait pas forcément partie d'un groupe, du groupe social. En plus, j'étais un petit peu masculine en fait, je pense que c'est justement en réaction au type un peu fragile qu'on pouvait faire, donc les filles avec les filles, les groupes avec les groupes sociaux, et donc j'ai voulu un peu casser ça. Donc j'ai fait du rugby très jeune, voilà. Et donc je me suis un peu épanouie dans ce sport, où j'ai pu trouver ma place comme les garçons, puisque aussi dans ma famille en fait, donc c'est une famille de classe moyenne. Il y avait aussi cette forme de cloisonnement en fait, par exemple quand il y avait les repas familiales, les garçons allaient au bar avant le repas pendant que les femmes faisaient la cuisine. C'était assez cloisonné, les garçons avec les garçons, les filles avec les filles. Et déjà petite, c'est ce genre de choses qui m'agaçaient, donc j'étais assez revendicative de ça. Très tôt aussi, j'ai eu conscience qu'il fallait justement prendre conscience en fait de la place dans la société, parce que justement, comme je faisais partie d'un milieu assez modeste, j'ai vite vu que les filles, elles étaient un peu assignées à devenir coiffeuses ou caissières. Et même dans les discussions, je m'apercevais que... En plus, ce qui se passe aussi, c'est que j'ai été formée très tôt. Voilà, j'avais donc... en 6e, 5e, j'avais déjà une poitrine. Donc ça a été très tôt en fait un combat en fait avec mon corps et ce que j'avais dans la tête et ce que je voulais faire avec mes pieds. C'est pour ça que très tôt tout ça m'a vraiment la condition sociale, la condition féminine, et comment en fait on pouvait dépasser ça. J'ai vu aussi mes copines, par exemple. Donia, en grandissant, elle est devenue médecin, mais tous ses frères étaient plutôt en prison ou dans les trafics de drogue. Mon amie Sherazade, qui était très rock'n'roll et qui suivait pas trop les codes plutôt de la culture musulmane et donc qui était très critiquée au sein de son propre groupe, s'est retrouvée brûlée dans une cave avec des cocktails Molotov, ils l'ont pincée. Il y avait aussi tous ces trucs de tournante. Donc tout ça, c'était très... et je me demandais comment... Donc moi, j'ai trouvé ça par la masculinité. En étant un peu plus masculine, ça m'a donné des armes pour dépasser la condition féminine dans une cité. Voilà. Donc par le rugby, et puis après, très rapidement aussi par l'art. En fait, j'étais très... admirative de tout ce qui était artiste, parce que j'ai eu la chance aussi d'être dans une école pilote où en fait la classe était considérée comme une association.
où on organisait soi-même sa semaine. On avait un contrat en fait avec les enseignants et les parents au sein d'une école dans la cité, mais qui n'avait pas de grillage. Et où même il y avait une classe d'intégration où on se fichait du CM1 ou d'être en CEP. C'était juste parce que c'était des gens qui venaient d'arriver dans le quartier, qui ne parlaient pas, donc en France même, et qui ne parlaient pas la langue. Donc ça pouvait être aussi bien des gens à l'époque de Bosnie ou d'Iran ou d'Asie, du Vietnam. Et donc voilà, eux ils apprenaient la langue, donc ils étaient dans cette classe-là qui n'était pas classée par niveau. Et donc dans cette école, on nous a vraiment appris voilà, à s'autogérer. Et voilà, je pense que ça aussi, ça a été intéressant. Donc tout ce contexte en fait d'enfance a forgé, je pense, c'est sûr, mon caractère d'aujourd'hui et sûrement les thématiques que j'aborde dans ma partie artistique, puisque du coup plus tard, après toutes ces histoires, je suis devenue... En fait, le rugby s'est un peu arrêté parce que justement, il y a eu un peu la barrière encore du corps féminin, où on arrivait à 14-15 ans, c'était plus les relations, donc il y a eu vraiment là une coupure, autant à 10 ans, les copains, ils me considéraient quand même comme copain, mais à 15 ans, c'était plus complexe. Et donc, je me suis dirigée vers les arts. Alors au début, je voulais faire du cinéma, mais là aussi, j'ai vu que le corps était très important, était un peu la vitrine en fait de ce type d'art. Donc je me suis dit, non, ça va pas être ça. Mais là, j'avais déjà 10-12 ans en fait. Mais je commençais déjà à postuler pour faire des castings. Et donc après, je me suis dit, en fait, non, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt les arts visuels et comment s'exprimer au-delà de son corps, en fait, sans être présent. Et après, plus tard, j'ai vu qu'on pouvait aussi être présent, mais voilà. L'idée, c'était de pouvoir parler aux gens sans être face aux gens. Donc ça m'a beaucoup plu. Donc je suis partie dans des études d'art appliqué. Donc là, en fait, avant de faire les études d'art appliqué, j'avais un niveau scolaire très très bas, donc j'ai vu qu'il fallait un niveau scolaire, donc j'ai bataillé et j'ai eu une dame qui m'a beaucoup aidée, qui a été très importante dans ma vie en termes de modèle social féminin. C'est Corinne, donc c'était une femme qui était DRH dans une grande entreprise avec des longs cheveux et donc qui n'avait pas d'enfant, pas de mari, qui vivait seule, puis qui collectionnait de l'art, qui allait voir les spectacles, qui était abonnée à Télérama. Et ça a été une grosse ouverture pour moi en termes de représentation féminine. Et du coup, voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et donc entre tous ces modèles différents que j'avais féminins autour de moi, voilà, j'ai essayé de créer moi-même, j'essaye encore de créer mon propre chemin. Voilà, alors pourtant j'ai bien remarqué aussi qu'être une femme, très tôt ça m'a amené aussi beaucoup de privilèges, et notamment par exemple pour faire du stop, j'ai bien vu que ça marchait forcément plus que quand tu étais un garçon, ou pour plein d'autres choses en fait finalement, avec un sourire, et les gens sont plus rassurés par une enveloppe féminine, parce que l'enveloppe féminine elle va pas être... on va moins l'associer à un terme d'agression ou de vol et des choses comme ça. Si bien que dans mon quartier, c'est moi qui portais les boulettes de shit, tout ce qui était un peu illégitime, parce qu'on savait très bien que dans le groupe, je ne serais souvent la seule à pas être emmerdée. Donc voilà, on prenait conscience, voilà, donc en termes de privilèges, voilà. Et du coup, c'était aussi plus facile de décloisonner les murs sociaux, parce que quand j'ai commencé à ouvrir un peu au-delà, j'ai eu la chance de partir très tôt, prendre le train, aller chez ma tante à Bordeaux, d'être prise par d'autres gens qui m'emmenaient en vacances, donc voir d'autres univers, d'autres milieux sociaux. Et donc très tôt, j'ai pu intégrer les milieux sociaux un peu bourgeois aussi, et ça j'ai bien pris conscience que c'était aussi de par mon corps humain finalement, qui était finalement pas si vilain, pas si hors norme, voilà, dans l'attente. Et donc ça aussi j'ai pris conscience très tôt de ça. Alors je parle du FRAC Réunion à Piton-Saint-Leu, donc sur l'île de la Réunion. Donc l'île où je vis depuis 15 ans. Je suis arrivée à La Réunion donc à 22 ans. C'est vraiment le premier endroit où j'ai choisi d'habiter. Au début, je suis venue pour un voyage de 6 mois. Et c'est vraiment au bout de ces 6 mois que j'ai décidé d'habiter sur cette île. Donc le premier endroit, puisqu'avant, j'ai grandi là où je suis née, donc je n'ai pas choisi.
Ensuite, j'ai voulu faire des études d'art appliqué, donc, qui m'ont conduit à Paris en fait, pour faire le DMA céramique à l'école du Perret. Puisqu'effectivement, j'ai une pratique, je suis plasticienne, mais mon médium principal, c'est la céramique. Donc, après avoir fait des études de diplôme des métiers d'art à Paris, j'ai fait une année avec un sac à dos, le tour de la France pour visiter un petit peu les ateliers, puisque j'avais bien conscience en fait que le terme d'atelier allait me fixer quelque part, et aussi qu'il allait falloir un investissement financier que je n'avais pas forcément. Donc je m'étais dit, au moment de le faire, il faut vraiment ne plus bouger, c'est-à-dire à un moment donné, ça va me positionner sur un espace auquel tu ne pourras pas bouger. Donc je me suis dit, je vais d'abord aller voir ce qui se passe dans les autres ateliers. Puis voilà, j'ai toujours eu le goût du voyage et de partir. C'est ce qui en fait me permet de me trouver finalement. Donc je suis arrivée à La Réunion pour aider une amie à monter son propre atelier de céramique. Je suis arrivée avec un garçon que je venais de rencontrer et voilà, ça s'est pas très bien passé. Donc lui est parti et moi, comme ça se passait plutôt bien et que je m'épanouissais, j'ai décidé de rester. Donc j'ai j'ai aidé cette amie à monter cet atelier. J'ai intégré l'école des beaux-arts en fait, puisqu'il y avait une formation sur la porcelaine avec un maître chinois. Donc, ce qui m'a permis en fait de m'implanter dans le paysage artistique réunionnais à travers l'école des beaux-arts du port, et puis de découvrir, de faire mon premier grand voyage en Chine aussi, qui a été une grande découverte et qui a été aussi un voyage assez dur psychologiquement, puisque là j'ai vraiment pris conscience de la différence de liberté en fonction du pays où on est. Je voyais qu'il y avait des différences, mais à ce point-là, c'est-à-dire en termes de non-liberté, voilà, c'était tellement flagrant en Chine. C'est un voyage qui m'a fait énormément de bien, mais sur le coup, ça m'a rendu vraiment très très malade. Donc j'y suis partie en 2005, donc très peu de temps après être arrivée à La Réunion. Donc en fait, La Réunion était mon premier voyage en avion, mais elle m'a permis depuis de faire des tas de voyages et de découvrir justement d'autres sociétés, d'autres pays où justement on est encore plus assigné si on est une fille ou un garçon et selon son milieu social. Donc depuis La Réunion, en fait, j'ai pu me développer personnellement. Pendant très longtemps, j'ai eu une forme de culpabilité de quitter le noyau familial. Voilà, d'autant plus, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai un petit frère handicapé, donc on a été très en fusion pendant des années en fait. Et donc le fait de partir loin a été très compliqué, mais bon, après j'ai pu quand même de manière assez récurrente retourner en métropole et continuer quand même à lier mes liens familiaux sans qu'il y ait trop de dégâts liés à la distance en fait. Et donc ici à La Réunion, je me suis beaucoup engagée déjà dans les métiers d'art en fait, donc à créer mon propre atelier. Donc ça aussi c'est un engagement très personnel, parce que donc la pratique de la céramique ça n'a jamais été forcément mis en avant ni dans les beaux-arts ni dans la vie sociale en général, où on va plutôt acheter son bol chez Ikea. Donc ça c'est une position assez je pense engagée. Alors moi ça me semble tellement naturel que des fois j'oublie d'en parler en fait, mais voilà, en fait j'ai un atelier céramique et je vis en céramique depuis 20 ans maintenant, où je produis, et donc en termes d'implantation locale, j'interviens beaucoup en fait dans des ateliers éducatifs avec plus particulièrement, alors ça arrive souvent des scolaires, mais plus particulièrement des publics empêchés, donc que ce soit dans des IME ou des ALEFPA ou pour des associations d'handicapés, et puis aussi dans des ateliers d'alphabétisation ou d'ateliers parents-enfants auprès du public mahorais en fait, qui connaît des grosses difficultés d'acceptation ici à La Réunion.
Et voilà, et donc le support céramique, avec son vocabulaire en fait qui est très lié au quotidien, va permettre en fait de développer le langage, la langue française en fait, et puis de créer du lien entre les enfants, les parents et les institutions. Voilà. Donc ça, ce sont mes engagements. Après, dans mon travail artistique, il y a beaucoup d'engagements sur les minorités. En fait, ça m'a toujours intéressée. Donc que ce soit donc des problèmes sur des problématiques actuelles, mais aussi sur des problématiques passées. Voilà, donc je vais le développer un peu plus bas, je crois. Dans mon travail, il y a toujours souvent une confrontation entre le passé et le présent. Et je suis souvent impliquée par soit la grande histoire ou la petite histoire en fait des minorités ou des gens qui subissent une différence ou un cloisonnement. Je me suis intéressée particulièrement à l'enveloppe humaine. En fait, mon premier travail d'étude était sur le thème du comportement fétichiste. Voilà, en fait, donc je m'intéresse beaucoup à la culture, en fait, aux sociétés dans lesquelles peuvent évoluer les gens ou les courants, enfin les époques, le contexte et les objets qui vont produire. Et le rapport aussi à leur propre corps et à leurs propres histoires. Donc je développe beaucoup l'idée de plusieurs peaux, le corps comme une boîte en fait dans laquelle enferme un esprit, donc je décline à travers par exemple la forme de l'os en fait, donc le même os, une forme universelle qui constitue le corps de chacun, qu'on ne voit pas en fait. Et donc sur cet os est transféré des décors en fait et qui viennent parler en fait de la personne. Donc ça devient l'habit en fait de la personne. Donc ça peut être sa culture religieuse, sa passion, son activité, voilà. J'ai aussi fait alors, je suis un peu émue donc je reviens un peu aux notes. Voilà, je confronte souvent l'histoire universelle en fait aux petites histoires. Donc mon travail s'adresse plutôt à tout le monde en général et est inspiré par contre des petits groupes ou des petites histoires. Et j'essaye à travers ça de montrer et de faire ressentir à chaque personne sa propre intimité, sa propre cristallisation dans mes travaux. Donc voilà, il y a l'idée de mémoire confrontée à l'actualité, de tradition à la modernité. Donc par exemple, j'ai créé un cabinet de curiosité qui serait celui d'une petite sorcière moderne, donc, qui serait une jeune femme en fait qui entretient la tradition en fait de la sorcellerie, donc le savoir des plantes, le savoir de la guérison, de l'accouchement, tout en cliquant sur sur le réseau, sur la toile en fait, la toile de l'internet. Après, j'ai aussi fait un travail où je me suis posé la question comment intégrer la céramique dans l'espace urbain de manière plutôt volontaire, spontanée. Donc j'ai créé un corpus qui s'appelle Histoire de rue. Et donc le premier volet d'Histoire de rue se passe en Suisse. Et en fait, j'ai fabriqué des poupées, j'ai moulé des corps de poupées de Barbie sur laquelle j'ai écrit des incantations en latin, des formules magiques. Et en même temps, donc, en fait, je voulais les accrocher sur l'arbre où on a brûlé Miché Chaudron. En fait, donc c'est la dernière femme qui a été accusée de sorcellerie en Europe. Et donc voilà, donc l'idée c'était donc de venir donc la nuit accrocher donc toutes ces poupées. Et en même temps, ça faisait référence et écho au Strange Fruit
de la chanson de Billie Holiday, en fait, et qui parle de ces fruits qui sont pendus. Donc il y avait ces corps, en fait. Donc là, j'avais réussi à mixer deux types de minorités, deux histoires, mais avec la même puissance. J'ai appelé ça Fruits étranges à plein palais. Ensuite, dans une deuxième série donc, de histoires de rue, j'ai créé des petites tentes igloo sur laquelle j'ai transféré des photos d'SDF que j'avais fait moi-même à Paris. Puisqu'en fait, en 10 ans, j'avais constaté, depuis que j'avais quitté l'école du Perret qui se trouve tout près de Place République, déjà à l'époque, j'étais sidérée par le nombre de gens qui dormaient dehors. Mais là, il y avait carrément, c'était devenu un village des Républiques dans les années 2005. Donc j'ai créé ces petites tentes igloo avec ces transferts. Et en fait, je suis allée les poser sur Place de la République, au pied de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. En fait, c'était des tentes qui étaient trempées, des tissus trempés dans la porcelaine. Donc c'est tellement friable que si on voulait prendre la céramique pour la déplacer, là je dis en fait on ne pouvait pas déplacer le problème puisque en fait il se décomposait en fait si on voulait virer les objets. Et avec une petite bougie à l'intérieur pour représenter le foyer. Voilà, donc j'ai en fait mon médium c'est la céramique, mais j'ai beaucoup de thématiques très variées et d'univers et de compositions différentes. Donc vu que c'est pas évident de parler de quelque chose de visuel, je vous invite à aller voir mon site, ça pourra mieux illustrer ce que je dis parce que ça peut paraître pas forcément très clair. Mais voilà, il faut peut-être avec les images ce sera plus facile. Voilà. Alors, en tant que céramiste plasticienne, je développe, on va dire, deux cheminements. Un cheminement qui est de l'ordre de l'objet usuel et l'objet du quotidien. Donc là, on est plus dans une pratique artisanale. Et parallèlement, une pratique plus plastique et symbolique, donc avec plutôt un univers de sculpture et d'installation. Donc ça, pour moi, c'est pas inné en fait, puisque justement, en termes de démarche et de revendication, je trouve que c'est très compliqué à maintenir. Mais je l'ai toujours fait depuis que je suis dans mon atelier, donc j'ai démarré, on va dire, en 2009. Donc je suis présente à la fois sur des salons et des marchés artisanaux ou de créateurs avec des objets comme des bols, des assiettes auxquels j'accorde tout autant d'importance en fait que mes sculptures. Je trouve très agréable l'idée que mes objets intègrent un intérieur vivant, ne soient pas forcément cloisonnés dans un espace où on va visiter une exposition. Ça me plaît que mes objets soient manipulés. Donc, effectivement, ils ont une fonction liée à un usage quotidien, mais aussi ils ont une fonction très symbolique et très rapidement les gens qui achètent ou qui ont la chance d'avoir un petit bol deviennent un peu fétichistes de cet objet et voilà, et un dialogue s'entame en fait entre la personne qui a acquis l'objet et le moment où je l'ai produit, puisqu'en fait j'utilise des techniques de reproduction d'images. Et notamment dans cette production en fait, que je souligne un peu comme du delirium tremens, où en fait j'associe l'iconographie de mon histoire liée à là où je suis née, donc des images plutôt traditionnelles de chasse, de culture française, de tradition un petit peu des fois un peu kitsch, voilà, de la classe, voilà. Et en même temps, je mélange à l'iconographie dans laquelle je suis complètement imprégnée ici à La Réunion. Donc, il y a une mixité d'images culturelles. Et donc, j'associe toutes ces images en créant des histoires. Et comme mes techniques de reproduction d'images se passent à différentes étapes de cuisson ou de fabrication, l'histoire se construit en fait en plusieurs temps. Et j'associe aussi beaucoup de mots, donc des mots en créole, des mots en français, des mots en anglais. Donc il y a une forme de syncrétisme culturel et une histoire finalement qui peut parler à tout le monde et qui va impliquer forcément une part d'intimité à la personne qui va manipuler l'objet.
Donc c'est vraiment un objet visuel, mais en même temps il est très impliqué de symboles et d'images assez fortes, puisque je m'intéresse beaucoup aussi aux images religieuses. Je vous ai dit, de tout temps, j'ai toujours aimé aller voir les mosquées, aller à l'église. Pourtant, je ne suis même pas baptisée, enfin, j'ai aucune... mais j'ai toujours aimé les images du temple hindouiste. Voilà, donc j'ai toujours mélangé un peu toutes ces cultures. Et puis après, dans mon travail artistique, donc là, je m'intéresse, comme je vous ai dit, plus particulièrement à l'objet. Donc en fait, ce qui est intéressant avec mon médium, c'est que on peut parodier l'objet et avec ce matériau, du coup, aborder, voilà, à travers le médium de l'argile, on arrive à détourner en fait simplement l'objet. Donc je me suis intéressée beaucoup aux armes que j'ai reproduites en céramique, aux éléments d'architecture. Donc c'est souvent des objets qui ont une forme symbolique assez puissante et masculine. Et en fait, le fait de l'aborder avec la céramique, qui serait plutôt une activité un petit peu bon, aujourd'hui c'est très tendance, mais il y a quelques temps, un peu voilà, d'ateliers, pas de mémères, mais bon, de femmes qui ont que ça à faire. Donc voilà, c'est intéressant, voilà, d'aborder ce côté un peu noble et précieux, voire royal de la porcelaine, avec des éléments quotidiens qui sont beaucoup plus bruts. Donc aussi, ça peut être des éléments urbains. Voilà. Ensuite, j'ai aussi essayé de tâtonner la performance. Donc j'avais fait une performance... en fait, j'ai repris l'école entre 2009 et 2011. Je suis allée en Suisse pour me perfectionner dans les techniques céramiques. Et du coup, la Réunion me manquait beaucoup et c'était difficile pour moi de quitter alors que j'étais en pleine expansion de création et que je me baignais et mélangeais avec tous les camarades que vous avez sûrement interviewés. Donc c'était difficile de partir, mais en même temps ça a été bénéfique et c'était une belle expérience. Et donc j'ai essayé d'être présente par le biais de Skype. C'était le plein pot Skype à cette époque-là, on n'en parle plus beaucoup aujourd'hui. Donc j'ai essayé de développer des performances à travers Skype. Donc j'en ai développé une qui s'appelle À part ça tout va bien. Et en fait il y a juste une caméra avec une carte du monde et je répertorie en coloriant tous les espaces des conflits armés dans le monde actuel. Donc à un moment donné, c'est presque tout le monde qui est rempli. Voilà. Après, j'en ai fait une autre, justement, c'est une jeune fille qui reçoit un coup de téléphone. Donc en fait, la caméra, c'est le miroir de la salle de bain. Elle reçoit un coup de téléphone et elle est invitée au bal. Donc il y a tout le processus de la personne qui se prépare pour sortir et comment je vais mettre ça, je vais me maquiller, je cache mes boutons, en même temps je fais l'hygiène. Voilà, donc tout ce processus jusqu'à le départ et donc finalement la caméra vide, enfin il reste juste la scène de l'appartement. Voilà. Ensuite, voilà, en fait j'ai beaucoup de travaux très très variés, mais donc c'est difficile de parler de tous. Alors oui, je pense que je suis féministe. Je suis féministe, je pense, simplement le fait d'être une femme, de par mon histoire en fait que j'essaye de construire à chaque étape dont j'ai essayé d'aborder les différentes dans cette interview. En fait, mon engagement féminin aujourd'hui, je le sens vraiment là, parce que du coup, j'ai essayé de faire une espèce de progression en fait sur ma vie de femme en fait, mais donc là j'en arrive on va dire un peu aujourd'hui. Là ce que je ressens vraiment aujourd'hui en tant que femme, c'est que voilà, en tant qu'artiste qui aujourd'hui a réussi à mettre en place une activité économique dont je suis très satisfaite, où j'arrive à m'épanouir dans mes créations, où j'arrive tout en entretenant des relations, à avoir aussi franchi l'idée entre ma barrière entre artisanat et art. Donc je sens que beaucoup de choses sont tombées, mais en fait il y a des choses qui rappellent en fait quand même. Là en fait par rapport à la société, c'est aujourd'hui la problématique voilà, d'être une femme de 37 ans sans enfant. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez en fait partout, tout le temps,
je ressens en fait s'il n'y a pas la question, c'est un peu le regard, elle peut pas avoir d'enfant en fait, ou alors elle aime pas les enfants. Alors qu'on voit tout de suite que je suis quelqu'un qui est hyper, déjà je suis plutôt enfant en fait dans ma tête, j'ai un très bon relationnel avec ses enfants. Je peux faire des enfants, je pense que c'est pas un problème. Après, voilà, c'est vrai que ça a été un choix. J'ai su très rapidement que si j'avais des enfants très tôt, ce serait pas possible de mener ce combat en fait entre guillemets professionnel, d'être autonome dans son activité artistique. Du coup, il y a une forme en fait de entre guillemets. J'ai l'impression en fait, je vois avec le temps parce que du coup là il y a la pression du ouais mais là il y a le temps. Enfin en fait après tu pourras plus, donc la question se posera plus. Donc c'est une forme de broyeur en fait qui est assez compliqué parce que en même temps moi je me dis qu'être une femme c'est aussi être une mère. Enfin ça paraît. Je pense que c'est une relation, une expérience qui peut aussi qui peut amener énormément de choses. Du coup je me dis est-ce que ça peut manquer en fait à un moment donné en termes d'épanouissement personnel en fait. Est-ce que ça peut manquer? Et en fait, si on regarde dans mon travail, on peut dire, moi j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas vraiment de cohérence dans mon travail, que ça partait partout. Mais en fait, la question de l'enfant en fait et de la maternité est hyper présent et j'en ai pris conscience assez tardivement. Et là, voilà, avec cet âge-là de 37 ans, j'y pense et notamment en préparant là ce petit entretien, je pensais, voilà, moi par exemple, là c'est un peu la pire chose que j'ai vécue en fait en tant que femme, et en même temps je pensais l'assumer, c'est d'avoir été enceinte en fait à 26 ans. J'étais donc en couple, tout était super bien, sauf que voilà, on s'est dit, lui il était en plus musicien, moi j'ai développé mon activité artistique, je revenais de Chine, on s'est dit c'est pas trop le moment, financièrement il y avait pas, on était en coloc et voilà, donc on s'est dit on verra ça pour plus tard, donc on prend rendez-vous, un truc à la con, on s'est dit, tu vois. Et en fait, je suis allée voir le docteur, et le docteur, lui, il m'a carrément mitraillée, en fait. Et je ne sais pas s'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça, mais voilà, il m'a fait voir la courbe du temps. Et donc, j'avais quoi à cette époque? J'avais 25 ans, et il me disait déjà, en fait, 25 ans, c'est vraiment le bon moment, après ça décline. Et en fait, voilà, et en fait, donc je lui ai dit, je me souviens lui avoir dit, mais heureusement que je sais ce que je veux faire, que je suis accompagnée, que j'ai les armes, mais c'est une pauvre jeune fille qui sera en doute. C'était presque un discours un peu religieux qui tenait en fait sur l'idée qu'on enlève une vie. Il m'a fait écouter le battement de cœur. Donc, et ça, j'ai dit, mais ça, c'est pas normal. Vous savez que je viens pour une interruption de grossesse et vous faites ça. C'est, voilà. Donc, ça, je voulais le dire parce que je pense qu'il y a. Ce lien en fait à la maternité, il n'est pas si évident et si acquis. Et par exemple, moi j'ai eu une maman qui est issue des femmes un peu libres. Elle s'est retrouvée à 27 ans toute seule avec 3 enfants, mais elle a continué à vivre sa vie. Enfin, on pouvait parler de beaucoup de choses, de sexualité, de choses comme ça. Il y avait une forme de liberté. Elle a choisi. Elle a réussi, mais c'est pas si évident en fait, soit d'assumer des enfants ou d'assumer aussi de ne pas en avoir. La liberté féminine, elle n'est pas acquise vraiment, comme ça à l'extérieur, mais dans la tête même de moi qui suis une femme, par exemple, qui pense vraiment en termes d'autonomie. C'est vraiment quelque chose qui m'anime depuis toujours, d'être autonome dans mon activité, de ne pas être associée à un homme, donc pas mariée, en couple. Par contre, je vis très bien mes relations de couple. Je sais que je préfère qu'il aille couper le bois, et il y a des choses moi, que je préfère faire. Il y a c'est pour ça que je ne sais pas si je suis féministe, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, je suis féministe, mais il y a plein de questions qui c'est pas si évident, en fait. Par exemple, moi, j'ai... comme référence le livre de femmes qui courent avec les loups et qui détricotent un peu les contes féminins en fait. Et en fait tout ça c'est hyper imprégné et encore là on est dans une société occidentale, mais j'imagine encore dans d'autres sociétés
où la femme est encore aujourd'hui beaucoup plus assouvie que nous, mais même en Europe, c'est pas si évident. Quand moi je vais voir un docteur en disant c'est clair, voilà, j'ai un souci, on veut pas garder l'enfant. Voilà, en plus c'était à 3 jours, donc là il s'agissait juste en plus d'un médicament, il ne s'agissait pas d'une intervention physique. Bon, et en fait ça je pensais l'assumer, et en fait je me rends compte que ça m'habite encore, ces paroles, le battement de cœur. Voilà, et c'est ça qui est. Donc, je suis féministe parce que je trouve que c'est pas acquis en fait. Même si moi j'ai la chance d'avoir eu un parcours et voilà, finalement j'ai une forme de liberté, mais c'est pas si acquis en fait. Et voilà. Et alors aussi, par contre, j'ai aussi du problème avec certains types de féminisme aussi. Ça, par exemple, je me souviens d'avoir été voir l'exposition à Pompidou, Centre Pompidou, qui devait un peu avoir pour mission de faire un panorama comme ça sur la création féminine en fait. Et en fait, je suis sortie de cette expo, j'étais très mal parce que c'était que des corps en souffrance, que des corps, enfin beaucoup, hein, en tout cas pendant des décennies quand même. Et je trouvais ça hyper dur en fait aussi d'avoir du coup de se revendiquer féministe, mais en fait de toujours se montrer nue pour dire je suis femme alors je suis nue, ou alors en souffrance, à marcher sur des échelles ou à faire du hula hop. Et ça voilà, ça m'a un peu gênée. Du coup je me demande comment on peut faire de l'art en ayant un discours féministe. Mais en fait féminisme c'est surtout que moi je trouve que c'est un peu dommage pour la femme en fait de tout temps, depuis toujours, c'est la moitié du monde en fait. Et c'est quand même considéré comme une minorité, comme quelque chose de moins qu'il faut un peu protéger. Donc il y a des avantages, des désavantages, mais voilà, moi je trouve que c'est pas acquis. Et voilà, et je me rends compte aussi dans mon milieu, finalement, pour les femmes, on n'est pas tant que ça en fait. Et les femmes qui ont des enfants, moi je les vois et elles sont en souffrance parce que c'est pas évident. Déjà c'est pas évident. Comme acte et comme position d'être créateur et de se confronter au monde et à toutes les difficultés de gérer une entreprise en fait, parce que c'est ça un artiste, il doit être en création, mais il doit gérer tout le process autour pour que ça devienne une vraie activité, un vrai métier. Donc si en plus on place le truc d'être une femme, c'est pas si évident parce moi je vois bien aussi dans les écoles, à chaque fois dans la classe on était majorité de filles et très peu de garçons. Très peu de garçons, et à la fin des études, même les très peu de garçons étaient des garçons qui avaient une très forte féminité en fait en eux, et pourtant aujourd'hui quand je vais au musée ou quand je vois les artistes dont on va parler du travail, en majorité ce sont des hommes, quoi. C'est un peu comme dans la cuisine où les chefs toqués c'est des hommes, alors que finalement la plupart du temps c'est quand même la femme qui cuisine. Et j'ai un peu cette sensation en fait dans le milieu de l'art contemporain. Et aussi donc du coup, parce que là donc il y a le côté art contemporain, mais quand je suis dans le côté artisanat, il y a aussi le côté la fille qui va couper le bois, qui va faire la maçonnerie pour le four. Des fois on n'est pas pris au sérieux aussi, donc je fais un métier assez physique. Et en même temps, j'ai pas envie de puer le boucaner tout le temps et d'être en mode suie. Et donc ça aussi, c'est difficile en tant que femme à défendre, d'avoir une pratique traditionnelle physique liée. Souvent, dans le temps, les femmes, c'est elles qui collaient les hanches sur les pots que les hommes tournaient. Enfin, vous voyez, donc faire de la céramiste aussi, c'est-à-dire de tout préparer de A à Z, c'est à La Réunion, où il n'y a pas forcément justement de culture céramique aussi liée à l'histoire de La Réunion. Enfin, tout ça pour moi sont des engagements féminins aussi, parce que du coup en fait ça implique toute ma vie, donc ça prend tout mon temps. Et effectivement je trouve que sur cette thématique de la maternité, moi je suis pas en souffrance, mais voilà, je me pose toujours la question comment ça serait en fait? Est-ce que je l'aurais fait? Est-ce que finalement avoir des enfants, c'est aussi peut-être se lever plus tôt, ça aurait été une autre organisation. Voilà, c'est ça en fait, parce que c'est vrai que ça amène du crédit aussi dans la vie d'une femme, mais aussi d'un homme en fait. Quand on a des enfants, on est beaucoup plus prise au sérieux.
Et du fait que moi, j'ai choisi même de faire un crédit pour faire des études d'art et être artiste sans enfant, ça fait beaucoup de choses qui font que je suis un peu, pas outsider, mais un peu bordée, quoi, un peu sur le côté par rapport à la société où moi j'ai envie d'évoluer en plus, parce que mon kiff, c'est pas forcément d'être dans les soirées d'art contemporain. Souvent, c'est là que je m'ennuie. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que moi j'adore la vie normale, en fait, simple et quotidienne. Mais du coup, dès que je dois parler de mon métier, donc je dis, je donne des cours de poterie dans les écoles, alors que c'est pas du tout la majorité de mon temps de travail, mais ça donne plus d'ancrage en fait dans la réalité. Et c'est ça en fait que j'aurais peur en fait, c'est d'être une personne qu'on considérait un peu hors sol, parce que j'ai un métier un peu à part. Parce que même dans mon métier, tu fais des sculptures, mais tu fais de la poterie. Le galeriste, il peut pas te défendre aussi, il doit être sur le marché. Et puis, t'es avec les copains potiers, ouais, mais toi, tu te la pètes là avec tes copains des beaux-arts. Bon, donc tout le temps, il y a des cloisonnements qui sont. Voilà, il faut prendre conscience de ça. En fait, ils existent à tous les étages et à tous les, tous les niveaux.